Peut-être passer la parole à Lahsan Farhat, directeur de la stratégie de l'ONDA, qui lui aussi a effectivement une présentation à partager avec nous. Et puis par la suite, j'aurai le plaisir de le questionner sur un certain nombre de points avant de céder encore une fois la parole à la salle. Merci beaucoup, Simedi. Je remercie l'Alliance d'avoir donc invité l'ONDA à cet événement important. Après les différents modes, l'aérien, le routier et le terrestre, donc l'aéroport qui est un centre d'échange au niveau national et au niveau international du flux de passagers. Donc je vais commencer juste pour présenter l'émission de l'ONDA pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'ONDA. Nous avons deux grands volets. La fourniture du service de navigation aérienne, donc on est responsable de la sécurité des avions qui transitent, qui passent par le ciel marocain. Dans ce centre, on a deux centres de contrôle régionaux, l'un à Agadir, l'autre, le premier à Casablanca, le deuxième à Agadir. Donc il y a un personnel qualifié donc, qui est responsable de la sécurité de ces avions, mais aussi qui intègre une préoccupation donc, de réduction de CO2 en octroyant des routes directes ou des routes économiques à ces avions. Donc réduction dont bénéficient les compagnies aériennes qui survolent le territoire marocain. Une deuxième mission qui consiste en l'aménagement, la construction donc d'aéroports. Le réseau aéroportuaire marocain, donc on a 25 aéroports qui couvrent toutes les régions du Maroc. Donc toutes les régions ont au moins un aéroport, d'autres en ont plus, telles que la région Tanger, Tétouan, Hoceima. Donc, les aéroports jouent leur rôle régional, leur rôle de catalyseur de développement économique et social au niveau de chaque région. Et c'est sûr que les représentants des régions en demandent plus, donc plus d'aéroports. Nous accompagnons donc le développement de ce schéma directeur aéroportuaire. À noter que nous avons 25 aérodromes, dont 19 qui accueillent un trafic international. Donc, c'est un flux important qui transite par les aéroports. Une idée sur l'évolution de ce flux de passagers. On a eu un développement majeur depuis la signature de l'Open Sky avec l'Union européenne qui est intervenue en 2006. D'ailleurs, c'était à l'époque d'un ministre, ingénieur stirlalien, Serlab, qui était ministre à l'époque. Donc, on a eu des taux de croissance qui vont, sur la période 2004-2011, à 12%, sur la période 2004-2019, à 8,5%. C'est des taux qui sont très supérieurs à la moyenne mondiale, qui est aux alentours de 5% donc, par an. Pour faire face donc, à ce flux important, donc, juste pour donner les chiffres de 2023, donc on a traité un trafic passager de 27 millions de passagers sur les aéroports marocains. L'année 2024, peut-être qu'on terminera à plus de 30 millions de passagers. En tout cas, c'est une croissance de 20%, c'est un trafic sans cesse croissant et qui va croître pour atteindre, d'après nos estimations, 60 millions de passagers à l'horizon 2030. Donc on doublera le trafic d'ici là. Donc, pour faire en termes de connectivité, le Maroc est connecté à 54 pays par 70 compagnies aériennes à travers 423 routes internationales et 2019-2020 fréquences par semaine, donc qui atterrissent sur les aéroports. Pour accompagner donc ce développement et ce flux important, on a dû mettre en place un programme important d'investissement. Peut-être une quinzaine d'ouvertures de terminaux depuis 2007 jusqu'à 2021, avec un investissement important de l'ordre de 17 milliards de dirhams sur cette période, ce qui a permis donc de faire passer la capacité d'accueil de 12 millions en 2023 à 22 millions en 2010 et à 40 millions actuellement, et qui sera porté à 60 millions à l'horizon 2030. Des projets importants sont en cours, avec évidemment qui intègrent des préoccupations environnementales dans la structure des matériaux,
dans la forme, les enveloppes à double pot qui vont donc être utilisées pour ces aéroports, tels que l'aéroport de Rabat-Salé, pour lequel on augmente la capacité de 5 millions de passagers, donc un nouveau terminal en plus du terminal existant, l'extension du terminal de l'aéroport de Tétouan pour porter sa capacité à 900 000 passagers contre 100 000 actuellement. C'est un aéroport qui a connu donc une croissance importante avec l'arrivée donc d'une compagnie low cost et qui se développe donc d'une manière notable. En plus de ces deux projets donc, qui sont déjà en cours, il y a plusieurs projets majeurs qui sont planifiés donc, pour répondre à la demande du trafic aérien, mais aussi satisfaire les exigences de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Tout d'abord, à Casablanca, on injecte une capacité supplémentaire de 30 millions de passagers par la construction d'un nouveau terminal d'une capacité de 30 millions de passagers, qui sera d'ailleurs dédié à la compagnie Royal Air Maroc. Le développement de l'aéroport Marrakech pour porter à 17 millions de passagers, Agadir, Fès et Tanger. Donc, tout ça avec une enveloppe budgétaire, donc un investissement qui va dépasser les 25 milliards de dirhams sur la période 2025-2030. En termes de développement durable, donc nous avons 7 aéroports qui sont certifiés ISO 14001, 7 aéroports qui sont certifiés ACA, qui est le processus de certification du Conseil international des aéroports, qui a mis en place donc une méthode et une échelle de certification. 4 aéroports sont certifiés niveau 2, ça veut dire qu'ils ont fait le recensement de leur bilan énergétique et ils ont entrepris des actions pour atténuer leur empreinte carbone. Mais au niveau toujours de l'aéroport, il y a 3 autres niveaux. Au-delà du niveau 2, il y a le niveau 3, 4 et 5 qui font intervenir toute la communauté aéroportuaire. Nous allons entamer cette étape donc avec les partenaires, avec les compagnies qui fréquentent l'aéroport, mais aussi les sociétés d'assistance en escale. L'objectif, comme cela a été dit, est de nous inscrire dans l'objectif international du net zéro à l'horizon 2050. Ici, on a de la chance donc de réaliser ce net zéro bien avant l'horizon 2050 par l'utilisation des SAF, parce que l'aéroport en lui-même n'est pas émetteur d'une grande quantité de CO2, mais c'est surtout les compagnies aériennes qui fréquentent cet aéroport qui contribuent donc à ces émissions. Et comme a dit c'est Tariq Chbour, l'élément important pour les compagnies aériennes est l'utilisation de ce SAF pour lequel des discussions ont déjà commencé au niveau du ministère du Transport et de la Logistique, mais auquel on doit fédérer toutes les parties prenantes, y compris le ministère de l'Environnement, et arriver à une réglementation donc, qui puisse définir les seuils à transporter par les compagnies aériennes qui deviendront donc obligatoires, comme l'ont fait certains pays, mais de manière progressive. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais dire aussi que nous avons un programme d'ouverture vers les énergies renouvelables pour introduire une part importante donc d'énergie renouvelable dans la consommation électrique des aéroports. C'est une étude qui est en cours en parallèle donc avec un audit de l'efficacité énergétique de ces installations aéroportuaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sil Hassan Farhat. On va peut-être vous laisser vous installer et vous poser une question qui n'était peut-être pas forcément en lien direct avec ce que vous avez présenté et qui est une digression, pratiquement une digression par rapport au sujet principal. Il y a peut-être une pratique que beaucoup d'entre nous avons vécu dans notre chair, j'ai envie de dire, et avec un certain regret, à savoir, lorsque on est dans un aéroport, prenons l'aéroport Mohamed V, vous descendez de l'avion, vous avez une queue interminable, un manque de fluidité extraordinaire par rapport aux aéroports qu'on peut voir en Occident. De manière très concrète, est-ce que c'est une pratique qui sera durable ou est-ce que ça va changer ?
Normalement, la planification aéroportuaire tient compte des points horaires donc des passagers. Pardon? Aéroportuaire tient compte des points horaires des passagers. Normalement, les installations sont dimensionnées donc, pour accueillir un flux horaire à un horizon donné. Bon, mais vous comprenez que c'est le premier contact qu'on a avec le sol marocain lorsqu'on descend de l'avion. À la limite, nous, j'ai presque envie de dire c'est pas très grave, mais lorsqu'il s'agit de touristes et on met autant d'argent pour les faire venir, pour au final les accueillir dans des conditions qui parfois peuvent un petit peu être des points de douleur pour eux, le séjour s'annonce un petit peu compliqué. Et c'est quelque chose qu'on a vu sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, et on a l'impression que c'est un problème qui est insoluble. Est-ce que c'est une vue de l'esprit parce qu'on est tordu, ou est-ce que c'est une réalité, auquel cas, comment vous allez l'adresser? Il y a plusieurs éléments qui contribuent à ça. Comme j'ai dit, normalement, les capacités aéroportuaires sont planifiées pour l'heure de pointe. Et aussi pour gérer un trafic dans des conditions de qualité continue toute l'année, ou à défaut, admettre 30 heures de non-qualité dans les aéroports qui peuvent arriver, parce que il se peut que des avions, disons, se décalent par rapport à leur horaire normal, qu'ils aient un retard et qu'on ait un afflux de 3-4 avions alors que les installations sont prévues pour 2 avions. Ça, c'est donc des éléments qui peuvent arriver. Normalement, nous coordonnons avec les compagnies aériennes, avec toute la communauté aéroportuaire, pour absorber ce flux dans des conditions normales. Oui, je voulais juste dire que sur le plan, c'est des choses qui arrivent au niveau international quand les conditions de planification ne sont pas respectées, quand on a un chevauchement d'horaire qui arrive de temps en temps. Les process de traitement de passagers sont tout à fait normaux, que ce soit au comptoir passeport, au débarquement avion, les bus sont à l'heure, mais c'est souvent l'avion lui-même qui arrive en retard et qui se cumule à d'autres avions qui sont déjà en cours de traitement, qui arrivent à un dépassement de capacité. Le dépassement de capacité, nous le pilotons de très près. On a eu des cas qui ont fait l'objet d'articles dans la presse à Marrakech, par exemple, mais les projets que nous mettons en place sont justement destinés à résorber ce déficit de capacité et à offrir une capacité beaucoup plus grande à des horizons tels que 2040, ce qui permettra de traiter les flux normalement donc, pendant ces périodes. Vous voulez peut-être réagir parce que vous êtes aussi un peu concerné, vous, au niveau de la RAM. Alors puisque la RAM veut réagir à Tariq Chebrouk, je voudrais juste rappeler quelque chose qui m'a marqué autant que journaliste, que c'est le tweet de l'ancien ambassadeur UK, Thomas Riley. Thomas Riley avait publié un tweet en disant, en étant relativement assez virulent vis-à-vis de la RAM, c'est vraiment le genre de publicité qu'on n'aimerait pas revoir. Et il n'était pas le seul. Je parle d'ambassadeur en plus. Il n'était pas le seul ambassadeur. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le sujet c'est la durabilité, mais c'est peut-être des pratiques dont la durabilité n'est peut-être pas forcément espérée. Voilà. En fait, par rapport à la question des files d'attente, donc il y a 3 acteurs en fait principaux. Il y a l'aéroport. Donc là, tous les projets qui ont été présentés par Silhassan de développement aéroportuaire à terme pour résoudre en fait cette problématique de congestion à la base. Donc c'est quelque chose que en fait les pouvoirs publics sont extrêmement sensibles pour préparer justement cette échéance de la CAN déjà 2025, donc à l'aéroport de Casa, et aussi donc la Coupe du Monde. Donc il y a des développements aéroportuaires pour décongestionner déjà, on va dire, ces zones d'arrivée. Ça c'est le premier partenaire. Deuxième partenaire, c'est les compagnies aériennes. Donc là, on travaille en parfaite coordination donc avec l'ONDA pour permettre en fait de lisser notre programme de vol tout au long de la journée. Comme ça, en fait, on évite des arrivées massives au même moment. Donc ça, c'est aussi de la coordination qu'on est en train de faire, plus des projets qui sont aujourd'hui faits avec les autorités
pour tout ce qui est, on va dire, contrôle électronique. Il y a beaucoup de scénarios qui sont en cours d'étude, donc l'ONDA avec les autorités donc de contrôle passeport et les compagnies aériennes. On peut imaginer, voilà, le contrôle automatique, que ça soit levé pour les Marocains, digital, sur la base donc d'une identité virtuelle. Donc il y a énormément de projets en cours pour préparer cette échéance de Cannes 2030. Et c'est la question, elle est centrale et donc elle est coordonnée. C'est ça ce que je souhaite dire. On souhaite tous, bien sûr, ne pas avoir ce type de tweet. Il y en aura, mais l'idée c'est d'être en progression permanente. Et c'est, je dirais, les tweets, vous en trouvez pour toutes les compagnies aériennes, pour tous les aéroports du monde. L'idée, c'est d'en avoir moins et de pouvoir s'améliorer de manière continue. C'est ce qu'on essaie de faire modestement, donc avec l'aéroport, en coordination avec les autorités et les compagnies aériennes. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Vous voulez peut-être réagir, il me semble, la Bahija Bousta du ministère du Transport, avant de donner la parole à la salle. Justement, vous venez de mettre le doigt sur une chose très importante, parce que je ne veux pas cantonner la discussion sur la mobilité durable, qu'elle soit une discussion industrielle. Est-ce que c'est l'électrique vert, ou bien on va attendre la discussion mondiale sur le passage vers le e-fuel. La mobilité durable, c'est au-delà de ça. Effectivement, le droit à la formation, le droit à un bon traitement dans les infrastructures de transport, qu'ils soient aéroports, qu'ils soient des gares routières, qu'ils soient des gares ferroviaires, est une phase très importante de la mobilité durable. Donc c'est la mobilité durable dans toutes ses phases, et écologique, et aussi sociale et économique. C'est ça ce que je voulais dire. Dans le prolongement de ce que vous dites, elle est aussi sociale, cette mobilité. Elle n'est pas juste durable, mais elle est aussi sociale. Elle doit répondre à un certain nombre d'impératifs. Aujourd'hui, quand vous voyez des villes comme Casablanca, au niveau des bus, je ne parle pas des nouvelles générations de bus, mais je parle des bus qu'on connaît tous, c'est-à-dire la masse. Il y a une catégorie de nos concitoyens qui peinent, mais véritablement, à utiliser ces transports publics. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap. Autant au niveau du tram, on a fait un travail formidable. Au niveau des bus nouvelle génération, le travail est formidable. Mais lorsqu'il s'agit effectivement de 80% des autres bus qui constituent l'essentiel, là, on se trouve, quand on est en situation de handicap à Casablanca, à Rabat ou dans une autre ville, où on se trouve dans une situation difficile et compliquée. Est-ce qu'au niveau du ministère du Transport, c'est un vrai sujet ou pas? D'autant plus que le pourcentage de personnes en situation de handicap, surtout physique, est relativement assez important. Et effectivement, c'est très important et c'est une autre dimension également de la durabilité dans le transport. On travaille avec le ministère en charge de la femme et IDMES, je crois, sur un texte juridique où on rend obligatoire tous les outils qui rendent accessibles les bus, tout ce qui est autocar, bus et tramway, pour que l'homologation initiale de ces outils, de ces véhicules, soit déjà, tous les outils facilitant l'accessibilité, soient déjà intégrés avant la mise en circulation de ces véhicules. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à nos panélistes. Merci à la Bahija Bousta, c'est Tariq Chebrouk de l'ARAM, c'est Saïd Chendid de l'ONCF et c'est Hassan Farhat de l'ONDA.